Oui, madame Duchesne, la présentation, elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube ensuite, en fait.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur le webinaire Nouveauté 700 V8. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me le signaler sur le chat si jamais vous rencontrez des soucis de son. Voilà. Donc le webinaire devrait débuter vers 9 heures. On entend très bien. Parfait. Merci. Bonjour, la présentation va commencer d'ici 5 minutes. Pour rappel, vos micros ont été coupés, caméra désactivée pour plus de fluidité sur la présentation. Le webinaire sera enregistré, il sera disponible à partir de mardi prochain. Donc, ce ne sera pas sous 48 heures, mais plutôt à partir de mardi prochain. Voilà, donc nous commençons d'ici un peu moins de 5 minutes.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons bientôt démarrer la présentation. Nous attendons encore une petite minute les derniers participants et nous allons pouvoir attaquer. Merci. Bonjour, il est 9 heures, donc nous allons attaquer la présentation de ce webinaire. Donc, webinaire consacré aux nouveautés 7G100 V8 que je vais co-animer avec Benoît Chalas. Donc, moi, je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives, et Benoît Chalas, consultant formateur chez Extrémité, qui présentera les nouveautés V8. Donc, le webinaire est enregistré, le replay sera disponible à partir de mardi sur notre chaîne YouTube. Les micros ont été désactivés, mais vous avez la zone de chat pour pouvoir poser les questions. Nous consacrerons un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, le webinaire va porter sur les nouveautés Sedge 100 V8, toute dernière version de Sedge sortie tout récemment. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation d'Extrémité. Extrémité, notre objectif, c'est faciliter la transformation numérique de nos clients. Extrémité, nous avons 20 ans d'existence, maintenant presque 21, 30 collaborateurs passionnés pour un parc de 650 clients autour de nos différents métiers. Une phrase qui peut caractériser l'esprit Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, je vais vous montrer nos différentes expertises. Donc, l'expertise première, ça va être la sécurité. Donc, très fort sujet actuellement. Extrémité a reçu l'agrément expert cyber du gouvernement et donc fait partie des entreprises à même de vous accompagner en cas de difficultés de cyberattaque ou pour pallier à ça. La transformation numérique des entreprises passe aussi par cette protection de cybersécurité. De plus en plus d'entreprises actuellement se font attaquer. Tout récemment, une mutuelle de la région a encore été attaquée. Donc, n'attendez pas d'avoir subi une attaque et de chercher après des sauvegardes. Anticipez, nos équipes sont là pour vous accompagner, pour trouver des solutions de protection, mais aussi pour vous accompagner une fois que vous auriez rencontré ce type de problème. Notre deuxième expertise va être la partie réseau. Donc, nous sommes à même d'intervenir dans une veille de votre équipement informatique, interconnecter les sites, gérer les bases de données, vous proposer des postes de travail ou des serveurs. Et tout ça avec une équipe de techniciens capables de répondre à vos questions et d'assurer un suivi. La téléphonie, aujourd'hui, notre présentation passe par l'outil 3CX, outil de téléphonie que nous utilisons en interne, qui nous permet de gérer l'intégralité de nos flux téléphoniques. Donc, pareil, Extrémité a les certifications les plus élevées sur ce métier et on est capable de vous permettre de bénéficier de cette nouvelle technologie qui apporte quand même un certain confort au niveau des communications. Le cloud, autre solution pour stocker vos données, pour éviter d'avoir des serveurs chez vous. Extrémité, avec sa société sœur Systéam, est en mesure d'héberger vos serveurs, héberger vos applications, héberger votre solution Sedge pour ne pas avoir de serveurs à gérer, pour ne pas vous soucier des sauvegardes et de la veille technologique et de sécurité. Donc, les équipes Systéam sont à votre disposition pour vous proposer une solution de simplification de votre parc informatique. La gestion qui nous concerne, donc là aujourd'hui nous sommes entre clients utilisateurs des solutions Sedge 100.
Donc Extrémité, bien sûr, expert en centre de compétences autour des produits Sedge 100, mais aussi Cégide. Donc nous apportons nos compétences dans les domaines des ressources humaines, de la gestion commerciale, de la gestion financière, du décisionnel. Et les deux autres expertises que nous avons à vous proposer, c'est le développement, donc développement spécifique autour des solutions éditeurs Sedge ou Cégide ou autour d'un besoin particulier sans solution Sedge ou Cégide. Nos équipes de développeurs sont à même de partir d'un projet et de vous développer une application clé en main qui répondra précisément à vos besoins et à vos attentes ou viendra compléter dans le logiciel Sedge le petit manque qui vous permettrait d'être totalement satisfait de la solution. Et le digital, donc le digital, nous sommes en mesure de vous accompagner dans la création de vos sites Internet, mais avoir un beau site, ça ne suffit pas. Il faut aussi être reconnu sur le web. Et donc, nous vous aidons dans les référencements natifs, référencements accompagnés par nos experts de la partie digitale. Voilà, pour une présentation succincte et assez rapide de nos différentes expertises. Bien sûr, nous sommes à votre disposition pour échanger autour de ces différents sujets et de vous apporter des solutions. J'insiste sur la sécurité. Aujourd'hui, une transformation numérique d'une entreprise passe surtout par d'abord la mise en sécurité de ces données, la data étant de plus en plus importante dans l'entreprise. N'attendez pas de rencontrer des difficultés pour vous intéresser à la cybersécurité. Extrémité peut vous accompagner là-dessus et vaut mieux anticiper que guérir. Quelques références donc parmi nos clients. Donc l'intérêt de ce slide, c'est surtout de vous montrer que nous sommes tout corps de métier. Donc nous n'avons pas particulièrement une activité particulière. Nous travaillons aussi bien dans le commerce, dans le service. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de féliciter un de nos clients qui s'est qualifié brillamment pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et voilà, donc une liste de nos différents clients, donc tout type d'activité. Avant d'attaquer la présentation et de laisser la parole à Benoît pour la Sedge 100V8, je la reprendrai pour ma part sur la partie automatisation comptable. Je voulais vous faire part d'une web session paye qui va avoir lieu semaine prochaine. Donc c'est un web paramétrage. Ce n'est pas un webinaire, hein, on est bien sur une intervention, mais en web. La mise en place de l'indemnité inflation, donc ça concerne la paye, j'en parle aujourd'hui, nous sommes plutôt orientation compta-gestion, mais beaucoup d'entre vous utilisent aussi la paye. Le paramétrage pour l'indemnité inflation, les 100 € du gouvernement, va sortir normalement vendredi au niveau de Sedge. Nous vous proposons le 15 décembre de 14h30 à 16h30 une web session paye animée par Aurélie pour vous aider dans la mise en place du paramétrage du mode opératoire. Donc, les chargés clientèle vont vous envoyer dans la journée ou aujourd'hui, demain, des mails pour vous proposer cette web session. Si vous êtes intéressé, répondez-leur et vous recevrez un devis pour pouvoir assister à cette web session. Voilà. Je vais laisser à Benoît la parole. Je te laisse peut-être faire le partage d'écran. Je vais arrêter mon partage. Je t'ai arrêté. Merci Vincent. Merci à ta parole. Le sommaire, donc le sommaire de cette présentation des nouveautés. Donc on va commencer par les nouveautés communes à la gamme. Donc les nouveautés qu'on va pouvoir retrouver sur les différents modules de Sedge 100. Donc Sedge 100 V8, donc la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations, les moyens de paiement, la trésorerie. Donc tout ça, c'est des nouveautés qui sont des nouveautés, ce qu'on appelle les nouveautés gamme, donc les fonctions communes. Ensuite, on verra un peu plus en avant les nouveautés qui sont spécifiques à la gestion commerciale, ainsi que les nouveautés qui sont spécifiques du coup au pôle finance, donc comptabilité, immobilisation, moyens de paiement.
Alors, principalement comptabilité, hein, au niveau des nouveautés. Et ensuite, je repasserai, comme l'a dit Vincent, je repasserai sur les nouveautés Sedge automatisation comptable. Je lui repasserai la main. Euh, concernant les nouveautés de la gamme, donc nous allons avoir trois nouveautés en fait qui concernent notamment la création des fiches clients et la création des fiches fournisseurs également, avec une saisie assistée des codes postaux et des villes. La possibilité de récupérer les données via l'API Sirène. Donc l'objectif, ça va être à partir de la liste des tiers trouvés, de créer de nouveaux tiers dans cette JSON et éventuellement aussi de mettre à jour, la base de données. Hein. On va également avoir maintenant une fonction de géolocalisation qui va permettre, à partir d'un tiers ou à partir d'un dépôt de stockage, d'aller visionner le trajet sur Google Maps, sur Mappy ou sur Via Michelin, selon celui, enfin, l'outil de map qu'on préfère. Alors, je vais vous présenter ces quelques nouveautés, hein, un peu de façon plus visuelle, directement dans l'application. Donc, je vais partir sur la comptabilité et ensuite je reviendrai un petit peu sur la gestion commerciale pour vraiment vous montrer que c'est des nouveautés qui sont des fonctions communes qu'on va retrouver des deux côtés. Ici, vous allez retrouver dans le menu structure, donc dans votre plantière, pour ce qui concerne la comptabilité, les mêmes menus que ceux habituels. Vous allez également avoir la possibilité ici, du coup, par rapport aux codes postaux, pour reprendre sur la saisie assistée des codes postaux, lorsque je vais saisir un nouveau client, je vais l'appeler client test, je vais saisir ici mon code client. Je vais donc avoir la possibilité, lorsque je vais appeler les codes postaux, si j'appelle 59 650, il va me proposer automatiquement V9Dask. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont pratiques, qu'on n'avait pas par le passé. Et inversement, du coup, si je mets Lille, par exemple, ben, il va me proposer ici tout ce qui contient Lille pour avoir le code postal de Lille, ici. Je vais également avoir la possibilité, donc ça c'est la première partie, c'est la saisie assistée des codes postaux, donc c'est une petite nouveauté mais qui est bien sympathique. Une autre nouveauté, moi qui me paraît plus intéressante encore, c'est la possibilité, lorsque je vais créer un nouveau client par exemple, ou un nouveau fournisseur, si je veux créer en fournisseur ça fonctionne aussi, hein, je vais avoir la possibilité d'aller appeler mon compte tiers directement ici, et le logiciel il va me proposer, alors en fonction de l'intitulé, hein, bien sûr, pas en fonction du code que je vais lui donner, le logiciel va me proposer, si je clique sur le petit bouton information ici, une liste directement des codes, des désignations de sociétés qui contiennent le terme extrémité. Alors si effectivement la liste est trop longue, on va avoir la possibilité de réduire, par exemple, en prenant tout ce qui contient extrémité et dont le compte postal est à Villeneuve-d'Ascq, par exemple. Et lorsque je vais appliquer ici, je vais retrouver donc extrémité et extrémité digitale. Si je sélectionne la société extrémité ici et que je fais OK, bah, l'avantage c'est que ma fiche, elle va automatiquement se renseigner. Alors comment ça fonctionne? Ça se base sur l'API Sirène, donc qui est une API de l'INSEE qui donc est sérieuse hein, du coup et surtout vous permet d'avoir des données qui sont à jour et d'aller récupérer ces informations et notamment aussi également le code NAF. Hein. Donc si je fais OK ici, je vais avoir du coup mon fournisseur extrémité qui va être créé. Si je cherche un itinéraire pour aller jusqu'à la société, je clique ici sur le bouton extrémité. Alors le lieu de départ, ça peut être soit la société, en gestion commerciale, ça peut être aussi un dépôt. Hein, mais en comptabilité, ça va être par exemple la société qui est située à Paris, dans notre exemple. Et lorsque je vais faire ici OK, alors ça va changer d'écran, je le repasse ici, et du coup classiquement il m'ouvre un Google Maps et il m'explique que la route voilà, pour aller jusqu'à l'extrémité en passant par les différents moyens de transport possibles. Donc ça c'est du Google Maps classique que vous utilisez certainement au quotidien. Voilà pour les petites nouveautés de la gamme. Donc ces nouveautés de la gamme, elles concernent la fichière. Alors il y a d'autres éléments. Hein. Si je vais un peu plus dans le détail, je peux également retrouver autour de moi un tiers qui va avoir
les mêmes spécificités que voilà, la même activité, donc par rapport au code NAF, dans un rayon de X kilomètres autour de la société extrémité. Voilà. Ce qui me permet, en tant que, alors, au niveau de la gestion commerciale plutôt qu'au niveau de la comptabilité, hein, bien sûr, mais si par exemple je recherche des clients qui ont la même activité qu'un de mes clients, ben, je vais avoir la possibilité de faire comme ça une petite recherche qui va être indexée sur cette partie. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés de la gamme. Donc ça, c'est des nouveautés qui sont des nouveautés fonctions communes. Donc c'est bien pratique pour la création des fiches. On va maintenant passer aux différentes nouveautés sur la finance et la gestion commerciale. Hop, donc je vous affiche un petit serpentin. Donc on va commencer par les nouveautés qui concernent la gestion commerciale. La première nouveauté, c'est les adresses de facturation au niveau des tiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, par le passé, jusqu'à la version 8, donc là qui vient de sortir, on n'avait que deux types d'adresses qui étaient gérables au niveau de la gestion commerciale. L'adresse de livraison, enfin on pouvait avoir plusieurs adresses de livraison, hein, bien sûr, et l'adresse de facturation. Et ensuite, on avait une notion de tiers payeur qui permettait de facturer à des centrales ou à des tiers payeurs. Mais souvent, on avait aussi la volonté d'avoir le même tiers, mais une adresse de facturation qui était différente, simplement parce que l'agence de facturation était différente et que c'était pourtant la même entité. Et ben, on va avoir la possibilité de gérer cela tout simplement avec dans l'adresse de livraison, la possibilité de toper en tant qu'adresse de facturation. Donc ça, c'est des nouveautés gestion commerciale. Hein. Alors, au niveau de la gestion commerciale, pour ceux qui ne l'ont pas, qui utilisent que la comptabilité, bah, effectivement, on retrouve quand même des menus qui sont similaires et une présentation qui est similaire, hein, pour ceux qui n'ont pas d'autres logiciels dans la gamme. L'avantage d'avoir une gestion commerciale comme ça, bah, c'est le lien, je le rappelle, le lien direct, puisqu'ici, par exemple, j'ai créé mon fournisseur extrémité. Je vais le retrouver. Alors, je vais peut-être pas valider tout à l'heure, même s'il est là. Je vais retrouver mon fournisseur ici. Hein, donc j'ai un lien qui est complètement direct, je le rappelle. Ça fait partie des avantages d'avoir une gestion commerciale liée. Donc si je vais plutôt sur mes clients, si je vais sur mon client bag, ici, donc mon adresse, et potentiellement j'avais également une adresse ici qui pourrait être une adresse de livraison, et je peux maintenant définir également une adresse de facturation. Et pour ensuite aller impacter cela, bah, c'est au niveau de mes modèles de mise en page où je vais pouvoir aller choisir quelle est l'adresse qui va apparaître dans quel type de document. Donc ça va vraiment permettre de gérer du coup un deuxième niveau d'adresse. Il suffira juste d'aller cocher ici la petite case, définir comme adresse de facturation. Voilà. Autre nouveauté, celle-ci, elle m'a très fréquemment été demandée, c'est la gestion de la facture d'acompte. Alors, elle est enfin là, cette gestion de la facture d'acompte. Ça fait moi plusieurs années que je fais du sedge et ça fait quand même plusieurs années qu'on me la demande. Alors aujourd'hui, lorsque vous vouliez faire une facture d'acompte, bah, vous partiez de votre bon de commande dans lequel vous saisissiez un acompte. Et ensuite, vous allez imprimer avec un modèle de mise en page qui s'appelle facture d'acompte. En réalité, quand vous faites ça, bah, du coup, il n'y a pas vraiment de facture d'acompte dans le logiciel qui est créé. C'est votre bon de commande qui fait office de facture d'acompte avec une numérotation qui reprend la numérotation du bon de commande. Maintenant, on a une vraie facture d'acompte. Comment ça se passe? Je vous remontre aussi au niveau de la gestion commerciale. C'est assez simple en fait. Une fois que c'est mis en place, vous allez avoir donc dans vos documents de vente classiquement vos bons de commande ici. Et je vais en prendre un au hasard. Et ici, votre client vous demande, vous demandez un acompte à votre client et lui vous demande de lui envoyer une facture d'acompte. Et bien ici, lorsque je vais saisir mon acompte, si je l'ai paramétré, alors on peut aussi imputer un acompte, hein, je le rappelle, vous pouvez aussi imputer un acompte qui viendrait de la comptabilité, donc qui aurait été saisi dans les règlements de la comptabilité. Mais ici, si je demande à aujourd'hui un acompte, alors l'avantage c'est que, en plus souvent, donc ici je peux mettre le libellé que je souhaite, hein, bien sûr. Souvent ici, on demande un pourcentage, donc on va dire c'est souvent 30% aussi, ce que je peux voir dans les entreprises. Lorsque je vais faire ça, donc je saisis mon acompte qui est considéré comme un règlement. Lorsque je vais faire OK, automatiquement maintenant le logiciel il va me proposer ici de faire un acompte. Il va m'utiliser ici un article qui s'appelle Z-acompte qui va permettre d'avoir toute une facture en bonne et due forme et du coup de pouvoir gérer cette facture d'acompte. Voilà.
là, il me dit que bien sûr, pour générer ma facture d'acompte, je suis obligé de valider mon règlement d'acompte. Hein. Tant que je ne l'ai pas validé, il ne me fait pas d'acompte. Donc là, j'ai dit que j'avais pris un acompte par chèque. Et l'avantage, c'est que dans mon bon de commande, je peux aller visualiser également, hein, donc en retournant dans mes acomptes, je peux aller visualiser directement ici mon numéro de facture d'acompte et aller voir mon acompte et puis l'imprimer ici. Donc on a également des nouveaux modèles hein, qui sont ressortis pour cette partie, donc facture d'acompte de vente. Donc ici, simplement, hop, j'ai désormais une facture d'acompte. Alors elle est provisoire puisque moi je ne l'ai pas validée, hein, je ne l'ai pas imprimée et validée. C'est pour ça qu'il met la mention de provisoire. Mais du coup ici j'ai un acompte avec acompte selon bon de commande et un modèle qui est déjà préétabli. Donc ça, c'est vraiment une des nouveautés. Hein. Après, au niveau de la comptabilité, ça se déverse de façon identique à ce qu'on avait précédemment. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. La seule chose qui change, effectivement, c'est le fait de devoir créer un article Z-Acompte qui évite de devoir apparaître les articles dans la facture d'acompte. Toujours dans les nouveautés qui concernent la gestion commerciale, hein, puisque là on est sur l'item de la gestion commerciale. La productivité en saisie, bien sûr, on a un certain nombre de petites nouveautés qui viennent s'ajouter. Pour moi, la principale dans les productivités en saisie qu'on va retrouver, parce que c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui est quand même pratique, c'est ce qu'on appelle la saisie, le statut livrable, pardon, la saisie. Le statut livrable. Donc le statut livrable ici, il va me permettre directement dans mes bons de commande, via une fonctionnalité d'aller visualiser si mon statut est livrable. Alors ici, le petit bouton statut livrable, je ne l'ai pas affiché. Bien sûr, vous pouvez personnaliser votre barre de fonction et afficher le statut livrable. D'ailleurs, autre nouveauté, hein, quand je rappelle par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure sur les nouveautés fonctions communes de la gamme, la notion d'itinéraire, je peux aussi le mettre sur mon bon de commande, ce qui me permet de voir où est-ce que je dois livrer. Donc si je clique sur statut livrable, ici, vous voyez, le logiciel il va me permettre de vérifier est-ce que ma facture à la date de livraison qui est prévue, je peux la livrer. Donc il va juste vérifier au niveau des stocks que tout est en stock ou est-ce que j'ai une rupture de stock éventuellement. Donc, bien sûr, ça n'empêche pas d'aller consulter les stocks, on a toujours ces fonctionnalités, mais avec un simple bouton, je peux tout de suite checker et avoir un visuel de ce qui est livrable. Cette fonction est disponible sur les bons de commande uniquement, je le précise. Autre nouveauté, hein, ici, puisqu'on a vu les autres nouveautés, on a la possibilité de modifier en rafale les statuts des devis. Donc depuis quelques versions, alors je ne sais plus exactement si c'est à partir des versions 5, on a la notion ici de devis. Alors, la notion de devis perdu. Qui permet en fait d'aller trier les devis lorsque j'ai fait plein de devis et que je conserve mes devis au fur et à mesure. À un moment donné, ça s'accumule, on ne sait plus trop quoi en faire, on ne sait plus les devis qu'il faut relancer, les devis qui sont actifs, pas actifs, etc. Si j'ai la possibilité de mettre en statut perdu, ça existait déjà avant, et maintenant je peux mettre en rafale ici des statuts de devis. Modifier le statut de document et basculer tous les devis d'une liste en perdu. Donc je peux très bien dire, bah, ok, j'ai pas envie de tous les devis, je considère que tous les devis qui ont plus de 6 mois, par exemple, bah, j'ai pas eu de retour, donc les devis sont perdus. Il suffit dans ce cas-là de simplement faire un petit clic droit ici et modifier le statut de document perdu et renseigner voilà, des idées de motifs. On pourrait, du coup, sur cet item-là, on pourrait également mettre, par exemple, pas eu de réponse, tout simplement, si je veux faire un gros tri. Autre nouveauté, alors un peu plus anecdotique, parce que j'ai pas eu trop souvenir de clients qui l'utilisaient, la possibilité de régler une facture avec un bon d'achat. Bon, désormais, c'est possible. On ne m'a jamais posé la question, pour être franc. Les bons d'achat ont toujours existé. Hein. Ça a toujours été un des modes de règlement disponibles, enfin, jusqu'à un certain temps. Mais voilà, aujourd'hui, on peut régler une facture avec un bon d'achat qui serait préexistant. Autre nouveauté, l'assistant paramétrage, qui est une aide au paramétrage des libellés d'écriture d'achat et de vente, et la possibilité de mettre le code affaires sur les écritures. Ce sont deux nouveautés qui sont un peu liées. Hein, ces deux champs-là, ces deux nouveautés. En fait, ici, si je vous montre,
parce que je préfère toujours vous montrer, c'est toujours un peu plus parlant. Vous savez que du coup, quand vous êtes en gestion commerciale, si vous avez et gestion commerciale et comptabilité, bah, la comptabilisation, elle se fait très simplement, vos factures de vente ici, en un clic. Je clique, alors à condition qu'elle soit validée, hein, bien sûr, je clique sur comptabiliser, ça part en compta. Très bien. Et je peux, dans la mesure du possible, aller paramétrer ici dans les paramètres société, je peux aller choisir le libellé de l'écriture de vente ou le libellé de l'écriture d'achat. Si je mets rien, il va mettre un modèle par défaut. Je pense qu'il met facture, numéro de pièce, avec le numéro de pièce en face. Et bien maintenant, ici, on a un petit bouton d'aide au paramétrage qui nous permet en fait ici de paramétrer le libellé. Donc moi, si je veux que dans ma facture, ça me reprenne ici l'intitulé du tiers, ben je vais ici écrire facture et je vais cliquer sur intitulé du tiers. Comme ça me mettre la facture de bague, par exemple. Et donc la nouveauté, c'est pour ça que je vous dis que c'est lié, c'est que maintenant on peut également reprendre l'affaire dans l'entête du document ici. Donc l'affaire c'est quoi? L'affaire c'est de l'analytique. Hein. Généralement lorsqu'on a de l'affaire, lorsqu'on a des affaires en gestion commerciale, on les déverse en analytique, en comptabilité. Et donc le fait d'avoir la gestion commerciale ici, par exemple ici, donc j'ai l'affaire et donc je sais que ici mon fournisseur il fait partie des franchisés. J'aime bien en comptabilité et en gestion commerciale analyser le type de client. Et ben ici je peux directement dire voilà, mets-moi le type d'affaires, le code affaires qui a été utilisé directement dans le libellé, ce qui m'évitera d'aller regarder directement dans mon analytique lorsque je vais aller regarder mes écritures en compta. Et ça me permet aussi de m'alerter si jamais il y a une anomalie. Donc ça, cette partie personnalisation des libellés, on va un peu la retrouver aussi en comptabilité, puisque ici, je vous ai montré sur un point qui était très précis, donc le paramétrage de la passation comptable des factures, dans lequel ici, je vais avoir un petit bouton d'aide au paramétrage, mais on va le retrouver ailleurs, la personnalisation des libellés. Autre nouveauté sur les aides et les assistants de paramétrage, il y a des nouveaux champs dans les imports paramétrables. Bon, là, je rentre un peu moins dans le détail parce que c'est vraiment dans le cas où on fait de l'import d'articles notamment. Je vais retrouver beaucoup plus de champs. Par exemple, les langues 1, langue 2, qu'on n'avait pas par le passé, qu'on va pouvoir importer, le code fiscal, le pays d'origine. Donc là, on est plus sur des améliorations qui servent, j'ai envie de dire, aux consultants. Mais qui sont également bénéfiques pour les clients parce que derrière, ça veut dire qu'on peut récupérer plus de choses lorsqu'on fait une récupération de données, notamment les codes fiscaux, les pays d'origine, c'est quand même bien pratique. Je vais basculer maintenant sur la partie qui concerne davantage la comptabilité. Alors, avec juste une petite parenthèse sur la Belgique. Alors, pour ceux qui ont une compta spécifique Belgique, alors la compta Belgique, je fais une petite parenthèse rapide, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est. C'est la même compta que la France, avec deux, trois modifications qui concernent les taxes. Il y a une nouveauté légale avec la possibilité maintenant d'envoyer le RIB avec les factures électroniques directement. Voilà, qui concerne la comptabilité belge. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Donc, autre nouveauté, donc là, ça concerne la comptabilité. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a déjà été demandé assez récemment d'ailleurs. C'est la productivité en saisie avec la génération dynamique de libellés. Alors, on va avoir la possibilité en comptabilité de paramétrer directement les libellés en fonction des codes journaux. Donc, c'est bien pratique, notamment parce que c'est aussi comme ça qu'on m'a demandé, sur les journaux d'achat. C'est-à-dire que dans les journaux d'achat, j'aimerais bien mettre, lorsque je fais ma saisie en masse, si je ne passe pas par ma gestion commerciale ou par automatisation comptable, hein, bien sûr, auquel cas là c'est 100% automatisé. Mais si je saisis à la main toutes mes factures d'achat, je vais avoir la possibilité de paramétrer mon libellé de sorte à ce qu'il me reprenne un libellé type et donc gagner du temps et optimiser ma saisie. Je vous montre ça tout de suite en comptabilité. Donc simplement, ça marche un petit peu sur le même principe. Ici dans les codes journaux, dans mes achats, je vais pouvoir aller personnaliser mon libellé. Ici en l'occurrence, j'ai fait un peu comme sur la gestion commerciale, je suis allé lui dire que je voulais récupérer le libellé de mon fournisseur. Je peux également obtenir la liste des variables ici, comme en gestion commerciale, pour pouvoir personnaliser et paramétrer mon libellé automatique. Lorsque j'ai fait ça,
Bah, tout simplement, lorsque je vais saisir mes journaux dans mes journaux d'achat, si je vais me mettre sur octobre 2019 par exemple, je vais aller rechercher une facture. Donc là, bien sûr, je saisis. Alors, ça me permet aussi de faire un petit rappel sur les factures. Ces numéros sont extrêmement importants puisqu'ils sont repris dans votre fichier FEC. Donc, le champ de numéro de facture, on ne fait pas l'impasse dessus. Il vaut mieux le mettre dans le numéro de facture que dans le numéro de pièce, par exemple, ou que dans le libellé de l'écriture. Donc je reprends mon fournisseur, donc j'ai créé extrémité tout à l'heure, donc je vais reprendre extrémité, et automatiquement, vous voyez, dans le libellé, il me remet facture extrémité. Ce qui me permet de gagner du temps, parce que du coup, j'ai pas besoin de le saisir. Et puis ici, je peux poursuivre mon écriture avec mes comptes classiques. Il me propose de l'analytique. Et j'ai terminé mon écriture. Donc c'est quand même un gain de temps au niveau de la saisie des écritures. Donc ça, c'est personnalisable dans les paramètres société directement au niveau de la saisie des codes journaux. Je peux dire, voilà, tous mes journaux d'achat, je veux qu'ils soient paramétrés de telle façon, mais je peux également le faire code journal par code journal, ici. Voilà, avec un certain nombre de champs qui sont disponibles et qui sont pré-paramétrables. Autre nouveauté, on avait déjà depuis quelques versions la possibilité ici de changer la date de l'écriture et automatiquement il me rechangeait toute la date. Et bien maintenant c'est disponible également sur les autres champs de type texte. Exemple ici, je me suis trompé, c'était pas, je voulais pas juste mettre facture extrémité, je voulais rajouter Sedge comptabilité. Si je fais OK, et bien ici, automatiquement, il me propose de mettre à jour mon libellé sur l'ensemble des lignes. Donc là encore, c'est un petit gain de temps. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut faire quand même attention ici au numéro de pièce. Quelquefois, on saisit une pièce qui est un peu longue, au lieu de la découper, ou alors parce que c'est de l'import qui vient d'un autre logiciel pour lequel les numéros de pièces, sont pas complètement découpés. Il faut faire attention quand même lorsqu'on le fait. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un message de validation. Toujours sur les nouveautés de productivité en saisie, donc le report des modifications, et effectivement, je voulais montrer donc l'affichage des variables en personnalisation, ce qui permet effectivement de simplifier, parce que sinon, il faut connaître les variables, donc @i, il faut savoir que c'est l'intitulé du fournisseur. Là, maintenant, vous avez un petit bouton qui vous affiche l'ensemble des variables. Autre nouveauté en clôture, il y a une sécurisation au niveau de la sauvegarde fiscale et au niveau de la clôture annuelle des journaux. Cette sécurisation, en quoi elle consiste? Tout simplement, c'est qu'il est plus possible de clôturer l'année ou le mois en cours. Voilà. Lorsqu'on fait la sauvegarde fiscale des données, là encore, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. On nous appelle en claim pour dire mince, j'ai clôturé mon exercice en cours. Et dans ce cas-là, ce qu'on est obligé de faire, c'est de restaurer la sauvegarde. On insistait un peu tout à l'heure sur la notion de cybersécurité. La cybersécurité, c'est aussi les plans de sauvegarde et s'assurer d'avoir des plans de sauvegarde. Donc, la logique, c'est que déjà, avant de faire ce type de procédure, je le rappelle aussi, c'est l'occasion, on pense toujours à vérifier sa sauvegarde parce que c'est des choses qui sont définitives. Une clôture, je ne peux pas déclôturer au niveau du logiciel. Donc voilà. Donc, pour plus de sécurité, Sedge a prévu maintenant de mettre un petit message. Si vous essayez de clôturer l'année en cours ou la période en cours, il vous dit que c'est pas possible. Voilà. Parce que à coup sûr, il sait que c'est logiquement une erreur. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés qui concernent les clôtures. Et il vous met également un deuxième message maintenant d'alerte. Alors il vous met une alerte sur l'alerte, puisqu'il y en avait déjà un par le passé, vous disant attention, est-ce que vous êtes sûr, parce que ça va clôturer vos journaux lorsque vous faites votre sauvegarde fiscale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, donc, sur ces parties sauvegarde fiscale des données, archivage, traitement de fin d'exercice, on est en mesure effectivement de faire des formations, bien sûr, pour cette partie-ci. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut également vous former régulièrement lorsque vous suivez des formations sur les nouveautés, lorsqu'on met à jour les versions, on vous remontre cette partie
moi, pour ma part, quasiment systématiquement. Voilà, pour être sûr que ce soit quelque chose qui soit acquis, parce que c'est vrai qu'on le fait, si on n'a qu'une seule structure, on le fait qu'une fois par an. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Autre nouveauté, dans la saisie des opérations bancaires. Dans la saisie des opérations bancaires, il est maintenant possible d'intégrer uniquement les lignes non rapprochées de l'extrait. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la saisie des opérations bancaires, ça veut dire que vous utilisez à la fois la saisie des opérations bancaires et à la fois la récupération des extraits bancaires dans votre comptabilité. Si vous utilisez qu'une seule de ces deux fonctionnalités, vous n'êtes pas concerné par la nouveauté. En gros, la saisie des opérations bancaires, pour vous remontrer un petit peu ce que c'est la possibilité de saisir directement la banque, en fait. Donc pour ceux qui n'ont pas moyen de paiement, éventuellement, alors logiquement, effectivement, on est censé saisir un règlement dès qu'il est effectué. Et si on passe par l'outil de moyen de paiement, bah forcément, automatiquement, ça va basculer leur virement que vous faites. Si vous passez par les moyens de paiement, l'écriture bascule automatiquement via la mise à jour comptable en comptabilité. Si néanmoins vous faites de la saisie sur relevé, parce qu'il y a des choses qui passent en banque et qui ne sont pas forcément saisie directement via les moyens de paiement. Vous avez la possibilité ici de passer par la saisie d'opérations bancaires et d'aller appeler un extrait éventuellement. Alors moi, tous mes extraits sont complètement rapprochés. Et donc la nouveauté, c'est que si j'ai fait un rapprochement de mon extrait bancaire via le rapprochement bancaire automatique et que j'essaye d'aller rechercher mon extrait de compte ici, il va me reprendre uniquement les écritures non rapprochées. Ce qui va me permettre de gagner du temps sur ma saisie des opérations bancaires en ne saisissant que, par exemple, les frais bancaires. Alors, frais bancaires et adjo, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être automatisées via le logiciel. Mais voilà, éventuellement, des prélèvements, là encore, ça peut être en partie automatisé, mais voilà, tout ce qui serait passé à part. Voilà pour la petite nouveauté sur la saisie des opérations bancaires. Et l'affectation du numéro de l'écriture de l'extrait en numéro de facture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'insiste sur l'importance du numéro de facture dans les écritures. Il doit être présent partout. Et de fait, le fait de mettre le numéro de l'extrait en automatique dans le numéro de l'écriture, c'est un petit gain de temps. Autre nouveauté, la gestion d'un nombre illimité de lignes de registre de taxes. Pour ceux qui utilisent les étapes préparatoires à la déclaration de TVA pour céder à la déclaration de TVA, maintenant on peut mettre autant de lignes qu'on veut dans les registres de taxes. Affichage d'un lien unique sur les documents attachés aux écritures. Donc là, c'est pareil. Cette partie-ci, c'est quand même quelque chose qui concerne directement en fait les états comptables et fiscaux. Ça ne concerne pas directement la comptabilité. Alors c'est pareil. Je vous ai parlé tout à l'heure de la génération dynamique des libellés. J'ai omis de vous dire que c'était valable également en moyen de paiement. Pour le passage des écritures de moyens de paiement, maintenant on a l'affichage des variables en personnalisation ici. On retrouve cette fonctionnalité qui est une fonction commune, hein, puisqu'ici je vous ai parlé de comptabilité, mais on est en réalité sur la partie finance complètement. Donc la partie productivité en saisie, on va retrouver ici l'affichage des variables en personnalisation. Et ici sur la partie autre nouveauté, donc on retrouve un affichage d'un lien unique sur les documents attachés. Comme je vous disais, ça concerne les documents qu'on lit en état comptable et fiscaux lorsque je vais lier un Word, un Excel. Et ben maintenant, il nous fait qu'un seul PDF qui inclut, y compris si c'est des éléments qui ne sont pas, des plaquettes, hein, des modèles de plaquettes, pardon. Et ensuite, l'actualisation des barèmes 2021 sur la taxe sur les véhicules de société, ça concerne les immobilisations. En IMO, on a rarement de nouveautés parce que c'est pas un sujet qui est très très évolutif. Maintenant, il faut quand même vivre la partie obligation fiscale chez Sedge, toujours. Et ensuite, on a les nouveautés ACS. Donc, je vais repasser la main à Vincent qui va vous parler du nouvel OCR qui est beaucoup plus performant et de la notion de zoning. Bien sûr, il y aura un petit temps de questions-réponses tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à passer par le chat. Merci Benoît. Donc, je vais partager mon écran. Hop.
Je prends la main pour partager. Donc oui, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat, comme ça Benoît pourra regarder vos questions au fur et à mesure et pourra y répondre à la fin de la présentation. Un petit rappel, beaucoup de ces nouveautés qui viennent d'être présentées par Benoît sont issues de vos demandes sur Sage Customer Voice. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des demandes d'amélioration, à utiliser la fonction Sage Customer Voice. Sage écoute votre voix et prend en compte vos demandes et apporte d'ailleurs des modifications dans ce sens. Alors, Sage automatisation comptable, je vais vous faire un petit... Est-ce que je vais mettre sur mon bon écran? Désolé. Voilà, je n'ai pas mon diaporama. Donc, le principe de Sage automatisation comptable, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est de dématérialiser les factures entrantes, les factures fournisseurs, en les numérisant, en les archivant et en les intégrant dans la comptabilité. Et tout ça via un workflow de validation qui nous permet de simplifier et d'automatiser l'entrée des factures. Alors, un petit schéma et après, j'attaquerai les nouveautés. Donc, au niveau du produit, on va pouvoir, à partir de factures reçues au courrier, les scanner pour les intégrer, les factures reçues par mail ou alors un document qu'on a sur notre bureau d'ordinateur et qu'on va pouvoir intégrer au logiciel. À ce niveau-là, le logiciel va faire une ossérisation des documents, donc une reconnaissance des caractères, une détection des champs, et c'est cet outil-là qui vient d'être fortement amélioré dans la version 2 de Sage Automatisation Comptable. Une fois que la reconnaissance du document a été faite, il y a une validation métier. Validation métier, ça va être par exemple de s'assurer que la facture n'est pas en doublon, qu'on n'a pas déjà scanné une première fois cette facture et que on sera en train d'enregistrer 2 fois la même facture. Validation métier, ça va être aussi vérifier que le RIB qui serait inscrit sur la facture du fournisseur correspond bien au RIB qui est dans notre fiche fournisseur pour éviter les fraudes aux dirigeants. Ensuite, la vérification humaine, parce que vous allez pouvoir, par rapport à la facture, définir si c'est un abonnement de crédit bail, un abonnement contrat Sage, et de pouvoir affecter des affectations analytiques le cas échéant. Et à partir de là, suivant des règles qui ont été définies, on va pouvoir dire, le comptable, les factures qui concernent les achats de sous-traitance, il peut les valider directement et ça part en comptabilité et c'est bon à payer. Par contre, si c'est des factures supérieures à 1 000 €, ça remonte au responsable de service. Si c'est des factures qui concernent des investissements, ça remonte aux dirigeants. Et donc, on peut ainsi se définir différents circuits de validation. Dans le logiciel, les factures vont aller d'utilisateur en utilisateur pour demander la validation. On va pouvoir, dès la réception du comptable de la facture et la mise en route du workflow, comptabiliser la facture. Dans la comptabilité, garder les factures en statut en attente, le temps que la validation comptable se fasse. Quand la validation comptable a été faite dans la comptabilité, le mode de règlement est remis de façon à pouvoir payer via les moyens de paiement. Donc, ça nous permet vraiment de gérer le scan des factures, la comptabilisation, le workflow de validation, l'archivage. On va retrouver tous les documents avec des capacités de rechercher par rapport à un produit. Par exemple, dire, voilà, je cherche toutes les factures d'entretien pour les donner à l'expert comptable et faire des exports. Donc, c'est un outil. Je ne vais pas rentrer dans la présentation détaillée du produit. Là, le but, c'est de vous parler des nouveautés spécifiques qui ont été développées là-dessus. Sachez qu'on a déjà fait des webinars et on sera amené à vous en représenter sur ce sujet qui permet de simplifier les factures entrantes. Donc, dans les nouveautés, déjà, le produit Sage Automatisation Comptable est désormais compatible avec la version sans CV8. C'est un produit marque blanche qui est sur le web. Et donc, au fur et à mesure que Sage fait évoluer ses versions, le Sage ACS évolue aussi. Donc, il faut bien sûr avoir la partie cliente sur le poste, la comptabilité, les objets métiers, mais ça, c'est les prérequis d'installation. Alors, la grande nouveauté va être sur l'ossérisation. L'ossérisation, c'est la reconnaissance des caractères. Donc, le nouvel OCR est désormais disponible sur tous les environnements créés depuis le 15 octobre, comme on est en mode SaaS.
Maintenant, les clients qui sont déjà équipés de la solution, qui ont l'ancienne ossérisation, on va pouvoir ponctuellement vous faire basculer dans la nouvelle formule d'ossérisation et de zoning. Donc, cet OCR optimise et améliore la reconnaissance des documents intégrés, doté d'une intelligence artificielle, permet de reconnaître les données telles que le numéro de facture, le montant et les dates. Donc là, il pouvait y avoir dans la première version, des fois, des numéros de facture qui ne passaient pas. Maintenant, c'est reconnu. Donc, il n'y a plus d'apprentissage de l'OCR sur le numéro de facture. Celui-ci est reconnu lors de la première intégration du document du fournisseur, même si le fournisseur n'est pas reconnu. Au préalable, on devait scanner une facture, dire ben voilà, cette facture, c'est mon fournisseur extrémité et son numéro de facture, c'est ce numéro ici qui est indiqué dans la facture. Là maintenant, la reconnaissance se fera de façon plus automatique. Le nouvel OCR, en fait, l'OCR V1, lui, il détectait l'ensemble des dates du document. Et par simplification, il proposait la date de facture la plus proche du jour et la date d'échéance la plus éloignée. Mais des fois, dans les documents, on peut avoir différentes dates de facture. Donc là, il ne va plus travailler comme ça. Ils vont naturellement, grâce à le développement qu'ils ont continué à faire dans le produit, vous proposer la bonne date de facture et la bonne date d'échéance dans le document. Et l'objectif et l'intérêt, donc, c'est d'avoir un environnement opérationnel dès la création avec le moins d'apprentissage possible. Si je bascule sur le module Sedge automatisation comptable, ici, cette facture du fournisseur Bilo, il m'a détecté un numéro de facture, il m'a détecté les références. C'est une facture que j'ai intégrée directement dans le produit. Si je scanne dessus, si je clique dessus, alors, oui, je suis resté un petit peu trop longtemps inactif dessus, donc forcément, il me demande de me reconnecter. Hop. Donc, quand je me connecte au logiciel, ici déjà, vous voyez, il me détecte qu'il y a un doublon. En fait, j'ai intégré 2 fois la même facture du fournisseur Bilo. Bon, là, c'est pour l'exemple, donc je le fais. Le fournisseur Bilo, ici, hop, voilà, ici, je vais mettre ma facture. Ici, il m'indique qu'il y a un écart entre le RIB trouvé dans la fiche, l'IBAN trouvé dans la fiche du fournisseur et dans la facture. Donc là, ça peut être une alerte aussi pour moi. Et donc, ces zones ici et le remplissage de ces champs-là va se faire donc, de façon automatique. On va pouvoir appeler des modèles de saisie, tout ça. Et donc, l'idée, c'est de pré-remplir la fiche. Donc, l'intérêt, donc, c'est que là, au départ, on devait indiquer beaucoup, c'est tel numéro de facture, c'est tel numéro de date. Là, ça se fait de façon plus automatique. Et ce qu'ils ont rajouté dans cette toute dernière version, c'est le zoning. Le zoning, en fait, c'est lors du traitement d'une facture, on va pouvoir désormais se positionner en mode zone directement. Alors, ça se trouvera en haut, en gauche de la facture. Je vais vous le montrer. Sur ma facture, ici, j'ai facture, mais je vais pouvoir avoir zonage, en fait. Le zonage, si je dis où se trouve le numéro de facture, il va me le retrouver ici. Et du coup, je vais pouvoir lui dire, bah oui, ben moi, la date d'échéance, c'est ce champ-là. Et donc, il va automatiquement détecter et mettre le numéro d'échéance. Et l'intérêt, c'est qu'il va, la prochaine facture, pouvoir la traiter mieux comme ça. Je vais pouvoir dire que ma référence, par exemple, je voudrais mettre en référence nettoyage. Voilà. Grâce au zoning, je vais définir les zones à récupérer dans l'enregistrement de mon document. Donc ça, c'est une forte amélioration à la fois de l'ossérisation et de la part de l'éditeur de se dire, voilà, on a besoin des fois de reconnaître les documents, mais aussi de les indiquer de façon beaucoup plus simple. Donc, ils ont créé ce zoning qui va permettre de bien déterminer l'emplacement et le champ de la référence. Donc, désormais aussi, avec le zoning, on va être capable de mieux gérer les factures multitaux de TVA. Donc, dans le principe de ça, c'est qu'en fait, on va, sur une facture, avoir 2 taux de TVA, une TVA à 20%, une TVA à 10%. Et bien, au préalable, il fallait saisir l'écriture, aller indiquer qu'il y avait 2 taux de TVA, éclater l'écriture en plusieurs. Là, désormais, alors là, je ne vais pas pouvoir le faire dans le produit parce que je n'ai qu'un seul taux de TVA.
mais dans le principe de mes lignes, je vais avoir cette petite icône ici qui va me permettre d'identifier en fait le champ de TVA qui est ici. Ma TVA, elle sera sur cette zone-là. Et si jamais j'ai deux zones de TVA, l'icône passera au vert pour me permettre d'indiquer plusieurs taux de TVA. Donc sur les factures Sage, souvent on a dans le modèle de base un taux avec le code taxe des 20, des 10, des 5. Et donc, on ira pointer sur ces zones pour que le logiciel sache que quand une facture fournisseur arrivera sur le compte D20, ça sera le compte 44 56 20 avec le montant à côté. Et quand ça sera une zone D10, ça sera un autre compte. Donc pareil, le but de l'éditeur a été d'améliorer la reconnaissance, d'améliorer le mécanisme. Le but final d'un produit d'ossérisation de documents, c'est de vous faire passer le moins de temps possible dans la reconnaissance de la facture, mais plus d'automatiser votre workflow de validation. Donc, ce multitaux de TVA pouvait être une petite difficulté quand on le rencontrait en déploiement sur la première version. Maintenant, c'est géré correctement. Alors, deux autres nouveautés bon, qui ne concernent pas tout le monde. On a la possibilité maintenant de reconnaître les montants sans décimale. Alors, ça concerne surtout pour les gens qui travaillent à l'export ou à l'import. Par exemple, si vous travaillez en francs CFA, il n'y a pas de décimale. Et la première version d'ossérisation ne permettait pas de le reconnaître. Lui, cherchait avec des décimales. Donc là, maintenant, ça fonctionne. Et la duplication des modèles de saisie. En fait, le modèle de saisie, ici, vous voyez, quand je scanne une facture, je vais récupérer les modèles de saisie de ma comptabilité. Je vais pouvoir en créer dans mon logiciel, dans mon espace web, Sage Automatisation Comptable, mais je ne pouvais pas le dupliquer. Donc, désormais, je peux le dupliquer de société en société. Le principe du produit, c'est qu'il est effectivement multi-société. Et donc, si j'ai créé un format Credibuy pour la société Bijoux, que je veux le mettre sur extrémité V du bois, je vais pouvoir la faire basculer. Donc, voilà. Les nouveautés au niveau d'ACS, c'est surtout sur la reconnaissance des caractères, des documents et cette notion de zoning, mais ça améliore nettement l'utilisation du produit. Alors c'était déjà un produit assez souple et voilà, qui permet effectivement de retrouver à tout moment où sont mes documents, qui doit valider, quel est le prochain valideur du document, parce que par rapport à mon workflow. Mais désormais, le travail du comptable est encore plus amélioré, encore plus simplifié par justement cette nouvelle ossérisation et cette notion de zoning. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On va pouvoir passer au... Vincent, je me permets juste un dernier slide parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure et c'est quand même hyper important sur les nouveautés qui concernent en fait l'arrêt des maintenances SQL 2012. Oui. En fait, sur les versions, depuis les versions 7, vous êtes livré avec des runtime SQL 2017, hein, depuis les versions 7. Avec les versions 8, vous serez toujours livré avec des runtime SQL 2017. Alors après, c'est fonction de votre gamme de produits dans la gamme 700 entre Premium et Standard et Essential. Vous pouvez avoir soit du SQL Standard Edition, soit du SQL Express qui est directement embarqué du coup. Mais je fais quand même un focus là-dessus parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 12 juillet 2022, c'est le calendrier qui est annoncé par Microsoft, les SQL 2012 ne seront plus maintenus. Voilà. Donc c'est quand même un sujet qui est important parce que le SQL, c'est quoi? C'est votre moteur de base de données, hein. Donc votre moteur de base de données, c'est en gros là où le logiciel Sage vient écrire toutes ces informations. C'est ce qui contient toutes vos données et c'est ce qui va, du coup, c'est ce qui doit être vraiment sécurisé principalement, hein.
autant j'ai envie de dire un poste, ça peut être corrompu, c'est pas trop gênant. Enfin, en soi, on rachète un nouveau poste, on réinstalle dessus. Mais si vos données sont corrompues ou si vous rencontrez un souci sur les bases de données, ça peut poser problème. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Alors, bien sûr, si vous faites votre mise à jour en version 8, on en profite pour mettre à jour votre version d'SQL, suivant les cas de figure. Euh, si vous êtes nouveau, enfin, si vous changez de serveur, on en profite aussi toujours pour remettre à jour les versions de SQL. Voilà, mais ne courez pas le risque de rencontrer un souci parce que, bien sûr, que lorsque les versions sont maintenues et sont à jour, il y a quand même un certain nombre de mises à jour de sécurité qui sont effectuées par Microsoft. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Voilà. Donc, Alors, je me permets aussi une petite précision par rapport à ça. Alors là, ça concerne plus la paye. Tout à l'heure, je parlais effectivement de la prime inflation qui arrive et qui va être à paramétrer. Les pay Sage, un certain nombre sont aussi en version 2012. Aujourd'hui, voilà, l'urgence va être la notion de prime inflation. Donc, les clients qui sont en paye 3, 3.10, 4 doivent installer la 4.10 et même la 4.10.1. Aujourd'hui, on va prioriser la mise à jour 4.10, les paramétrages de prime d'inflation et les paramétrages de début janvier. Et parce que l'installation d'une 4.10 sur un serveur avec 2-3 postes, si on part d'une version 3, peut prendre 1 heure. Donc, pour essayer de pouvoir satisfaire le maximum de clients, les clients qui seraient en SQL 2012 sur de la paye, nous proposerons plutôt une mise à jour en février-mars de la version. Il ne faudra pas attendre juillet, mais il faudra le faire plutôt à ce moment-là pour essayer. Alors, si on peut le faire en même temps que l'intervention de mise à jour, on le fera, mais pour essayer justement de pouvoir répondre au maximum de clients dans le besoin de mise à jour de la version 4.10, on ferait plutôt sur une mise à jour en février-mars. Le seul inconvénient dans ce cas-là, c'est que vous pourrez toujours faire une sauvegarde à partir de votre paye de votre base. Par contre, vous ne savez pas la restaurer. Il faut passer par l'outil SQL Management Studio. Et dans ce cas-là, il faudra nous solliciter si jamais vous devriez restaurer une base. Mais là, on a aussi un impératif de timing. Le décret qui sort sur peu de temps, des nouveautés en janvier qui vont arriver. Voilà. Mais sur la partie comptabilité 700 V8, par contre, voilà, vous faites la mise à jour, c'est l'occasion de passer le runtime 2017-2019 qui en plus est livré par l'éditeur si c'est en express et si c'est en full aussi. Voilà. on peut passer au slide suivant, du coup, les questions-réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question qui te concernait, Benoît. Oui. Madame Riem, pour le statut livrable, quel stock est pris en compte, le stock à terme ou le stock dispo? Alors, ce qui est sûr, c'est que le stock dispo est pris en compte. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai pas fait le test, mais je me demande s'il se base pas sur le stock prévisionnel. Donc ça, c'est un simple test à effectuer, hein. Je pourrais donner la réponse plus tard. Pour moi, le stock, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne prend pas en compte que le stock réel, hein. Il prend déjà en compte le stock disponible. Et du coup, ça veut dire les préparations de livraison. Maintenant, est-ce qu'il prend en compte le stock à terme? C'est à voir parce qu'effectivement, il y a quand même la notion de date qui est importante. Et donc, si le stock à terme est pris en compte, il faut qu'il prenne le stock à terme à date. Sinon, ça perd un peu de son intérêt, hein. Voilà. Et sur quel dépôt se base-t-il en fait? Alors, sur quel dépôt? Du coup, sur le dépôt du document. Voilà. Sur le dépôt du document. Qui semble logique. Voilà. Il fait pas de cumul multi-dépôt. Ok, alors voilà, du coup j'ai une question aussi sur cette automatisation comptable. Donc Madame Ignoré qui demande si ça répondra aux obligations de facture électronique à partir de juillet 2014, pour la réception notamment et à la gestion commerciale à l'émission. Alors, pour ce qui est des factures électroniques, on a donc lors de notre événement Les Experts Hauts-de-France du mois dernier, différents webinars, on a fait différentes sessions, on parle justement des factures électroniques. Alors, les dates effectivement ont évolué. Aujourd'hui, en émission, on avait 7 J-factures.
qui va évoluer. Sedge vont sortir une version nouvelle de leur produit d'émission de factures respectant la dématérialisation des factures. Sedge automatisation comptable, c'est les factures entrantes. Donc ça va pouvoir réceptionner les factures des fournisseurs. Donc les fournisseurs pourront nous les envoyer par des mails, pourront les envoyer sur des coffres-forts électroniques. L'éditeur Sedge ACS, Sedge est l'éditeur principal. Sedge ACS est une marque blanche et c'est un éditeur local du Nord en fait qui a développé l'application, travaille déjà sur le fait d'aller chercher dans les coffres les factures. Par exemple, EDF vous dépose vos factures dans un coffre électronique. Là, aujourd'hui, dans les premières versions, on devait aller chercher les factures, les faire digérer à Sedge ACS pour les traiter. Dans des prochaines versions, il ira chercher automatiquement les factures dans les différents coffres que vous aurez proposés. Donc, on est sur le sujet de la facture électronique pour juillet 2024. Dans la gestion commerciale, il y aura une solution qui remplacera Sedge e-facture pour dématérialiser tout ça. Et Sedge automatisation comptable permet, lui, l'intégration des factures dans la comptabilité. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après, on peut ouvrir les micros. Hein, si des fois les questions, c'est plus simple à les poser à l'oral. N'hésitez pas à nous le signaler. Donc, du coup, je me permets de rappeler de bien, ceux qui utilisent la paye, de bien surveiller votre boîte mail. Vous allez avoir une information pour la web session de mercredi prochain. On a déjà bloqué des dates de web session en janvier pour les nouveautés, notamment la DSN FCTU ou des choses comme ça. Donc, on est sur une actualité riche. Hein, fin décembre, début janvier. Donc notre équipe communication, marketing vous envoie régulièrement des informations. Scannez, regardez vos boîtes mail, vérifiez qu'on n'est pas en spam pour ne pas passer à côté d'une information importante. Et si vous avez besoin, effectivement, si vous souhaitez déployer la solution V8, alors certains de nos clients qui sont hébergés sur des portails comme Systéam ont pris des options qui contiennent en fait les déploiements automatiques des mises à jour au fur et à mesure. C'est des contrats de déploiement, donc eux vont être déployés incessamment sous peu. En fait, on attendait un peu de recul par rapport au produit. Là, aujourd'hui, voilà, on a commencé à déployer la V8. Ça se passe très bien. Donc, si vous souhaitez la déployer ou si vous souhaitez que nous vous la déployions, voilà, n'hésitez pas à revenir vers les chargés de clientèle qui sont là pour vous éclairer là-dessus. Bon, je ne vois pas de questions complémentaires. J'espère que voilà, cette présentation vous a plu. Effectivement, les nouveautés présentées par Benoît, je pense, vont vous permettre d'avoir quand même du confort d'utilisation et ça répond aux demandes. Et c'est vrai que régulièrement, lors des interventions, on nous a posé des questions sur les différents points qui ont été résolus là maintenant. Donc, l'éditeur a bien pris en compte vos attentes et voilà, on espère que vous allez pouvoir en profiter pleinement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Parce que je ne pense pas que nous aurons l'occasion d'échanger autour de cette justement sur la V8 d'ici la fin de l'année. On aura des sujets autour d'autres sujets, de la paye, sur le réseau, sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre nos webinaires. Benoît, je ne sais pas si tu as ajouté. Je vous souhaite aussi bonne fête de fin d'année. Et puis, on reste à votre disposition, hein, bien sûr, pour tout renseignement concernant les versions. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée.